Donc nous sommes sur le chapitre loi de base de l'électricité et sur le comparateur. Nous sommes toujours sur la partie chaîne d'information et je vais vous donner à travers cette première partie de cours les fondamentaux utiles pour faire des calculs dans les schémas électriques que j'ai appelé loi de base de l'électricité. Nous allons donc voir la partie loi de base. Qu'est-ce que je vous demande d'être capable de faire, de savoir utiliser ces lois, de connaître le sens conventionnel des tensions dans un générateur par rapport au courant, le sens conventionnel de la tension d'un récepteur par rapport au courant, de connaître l'unité du courant, de connaître l'unité de la tension, l'unité de la puissance et l'unité de la résistance. Avec ces lois de base, vous devez être capable d'utiliser ce qu'on appelle la loi des mailles, et vous serez capable aussi d'utiliser ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Première partie, connaître les lois de base. Nous avons donc la formule entre la puissance, la tension et le courant. Puissance égale tension fois intensité. P égale à U fois I. Je vous rappelle que P sera donc en watts, U, la tension, sera donc en volts, et I, le courant, sera donc en ampères. Vous avez un petit exercice d'application juste à côté, soit un fer à repasser sur lequel est inscrit 1000 watts pour 230 volts. 1000 watts correspond à la puissance, 230 volts correspond à la tension fournie par le réseau EDF, donc accessible à n'importe quel endroit de votre pièce. Donc en appliquant la formule P égale UI, on obtient, on va appliquer cette formule, P est égal à U fois I. De là, je peux tirer que I est égal à P sur U. Si je fais donc 1000 watts divisé par 230 volts, vous trouverez donc bien 4,35 ampères. Je vous rappelle qu'un résultat est forcément suivi de sa grandeur. Autrement, le résultat est fou. Deuxième formule, la formule entre la tension, le courant et la résistance, ce que l'on appelle la loi d'Ohm. La tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de la résistance que multiplie le courant qui la traverse. Petit exercice d'application, calculer la résistance du fer à repasser. Donc nous avons U est égal à R que multiplie I. Donc de là, nous pouvons écrire que R est égal à U sur I. Si nous remplaçons tension 230 volts, courant 4,35 ampères, cela nous donne donc une résistance d'environ 53 ohms. J'insiste bien, vous devez absolument connaître vos unités, l'unité du courant et le ampère, l'unité d'une différence de potentiel, donc d'une tension, c'est le volt, et enfin, l'unité pour une résistance, c'est le l'ohm. Deuxième partie, savoir différencier un générateur d'un récepteur. Cette étape est primordiale. On précise bien qu'un générateur est un appareil qui délivre un signal. Le sens de la tension est le même que celui du courant. Un récepteur est un composant, exemple résistance, voyant, LED. Le sens de la tension est opposé à celui du courant. Si nous nous intéressons à différencier ce que c'est qu'un générateur et ce que c'est qu'un récepteur, nous avons donné différents schémas. Donc l'ensemble qui est ici représente des générateurs. L'ensemble qui est ici présente des récepteurs. Donc récepteur, une résistance, une lampe, une diode LED. En générateur, c'est la représentation du générateur général.
la représentation d'un générateur type pile, et nous utiliserons beaucoup cette représentation-là, qu'on appellera générateur simplifié. Pour pouvoir mettre la tension dans un générateur, il faut commencer par dessiner le courant. Donc nous avons ici le courant I comme ceci, le courant I comme ceci, et dans le générateur simplifié, nous ferons le courant I comme ceci. Il faut imaginer que le générateur était ici, il a été retiré, et on a uniquement gardé la partie où mettre le circuit, la partie récepteur. Une tension, c'est une différence de potentiel, donc ça se prend d'un point à un autre point. Donc si j'essaie de représenter la tension aux bornes de mon générateur, je vais partir de ce point-là à ce point-là, je dois représenter la tension dans le même sens que le courant. Je ferai donc une flèche qui part du point bas et qui monte jusqu'au point haut. Même chose pour une pile. Bien comprendre qu'une différence de potentiel se prend entre deux points. Rappelez-vous, quand vous utilisez le multimètre dans votre mètre, vous devez positionner les deux sondes, une à un point et l'autre à l'autre point. Donc on en posera une à ce point-là et l'autre au point haut. Pour un générateur simplifié, on représentera donc la tension du générateur comme ceci. Il faut comprendre qu'elle est bien dans le sens du courant parce que la tension tourne comme ceci et rentre dans le circuit, donc nous allons bien dans le même sens que I. Dans le cas d'un récepteur, nous sommes dans ce cas-là à l'inverse. Donc je représente le courant, je l'ai mis vers le bas, mais j'aurais très bien pu le mettre vers le haut. Je l'ai mis vers le bas parce que j'imagine la résistance monter dans le générateur simplifié, donc le courant I irait vers le bas. Même chose pour une ampoule, une lampe, même chose pour une diode LED. Et dans ces cas-là, on représentera la tension. Pareil, la tension est une différence de potentiel, donc elle est prise entre deux points. On représentera donc la flèche qui part du premier point qui va à l'extrémité du second point. Par exemple, tension aux bornes de ma résistance U, tension aux bornes de ma lampe U, de ce point-là à ce point-là, tension aux bornes de la LED, de ce point-là à ce point-là. Voilà pour la représentation normalisée. N'oubliez pas la démarche, on commence toujours par placer d'abord le courant, on place ensuite les tensions. Une fois que vous avez fait l'effort de positionner votre courant et vos tensions sur votre schéma, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle la loi des mailles. Lorsqu'on associe un générateur et au moins un récepteur, on forme un circuit. Dans un circuit, la somme des tensions est toujours nulle. C'est la loi des mailles, c'est ça qu'elle exprime. On va la retrouver ici. La somme des tensions est égale à 0. Comment faire ça? On vous donne une démarche. La méthode, elle est ici. Dans un circuit, on longe plusieurs composants connectés les uns aux autres de façon à former une boucle qu'on appelle une maille. Donc, si j'essaie de représenter la maille qui est ici, si je pars par exemple d'ici, j'ai donc une pile, j'ai une résistance, j'ai une lampe, l'ensemble revient au point de départ, j'ai donc ce qu'on appelle une maille. Et donc je peux définir un sens pour parcourir de la maille. Donc quand on parcourt une maille, en général on fixe un point de départ, un sens pour la parcourir et on parcourt l'ensemble de la maille comme ceci. Pour pouvoir appliquer la loi des mailles, vous devez absolument faire l'effort de remettre les indications sur votre schéma. Donc le courant, ici c'est un générateur donc dans le même sens que le courant, tension E, ici c'est une résistance, donc c'est un récepteur, tension dans le sens opposé au courant, ici c'est une lampe donc récepteur dans le sens opposé au courant. Si je parcours la maille, je pars d'ici, je vais donc trouver E, je trouve donc UL mais qui est dans le sens opposé au sens que j'ai mis pour ma maille, donc je vais trouver moins U1. J'arrive sur U2 qui est dans le sens opposé dans lequel je parcours ma maille, je vais donc avoir moins U2. Je reviens donc au point de départ, donc cette somme de tension est égale à 0. C'est ce qu'on appelle la loi des mailles. Alors nous avons vu que très souvent, nous utiliserons plutôt nous le générateur simplifié. Donc, je vais redonner le générateur simplifié pour un circuit comme ceci. Je vais donc faire disparaître le générateur et je vais juste représenter la partie simplifiée. J'ai une tension E. Et donc je remarque bien que après mon générateur, j'ai une résistance. Donc je dessine ma résistance. Après ma résistance, j'ai une lampe. Je vais donc dessiner ma lampe. Voilà.
Et si là-dessus, je fais l'effort de reporter mes courants et mes tensions, j'aurai donc I comme ceci. Je représente la tension du générateur dans le même sens que I, et on l'a appelé E. La tension aux bornes de la résistance dans le sens opposé à I, et on l'a appelé U1. Et la tension aux bornes de la lampe qu'on appelait U2. Donc cette représentation-là est le circuit avec un générateur simplifié. Nous allons appliquer ces lois de base pour deux montages. Premier montage, nous avons deux résistances montées en série. Nous allons commencer par reporter, première démarche, le courant, que je vais appeler I. La tension du générateur, que je vais appeler VE, qui vaut 5 volts. Et enfin, les tensions aux bornes de la résistance R1, que j'appellerai VR1, et aux bornes de la résistance R2, qu'on va appeler VR2. Une fois que vous avez refait le schéma, mis votre courant, mis vos tensions, vous êtes prêt à faire l'application. Donc, ce schéma comporte une maille. Je vais donc partir de ce point-là et je vais donc tourner dans ce sens-là. Si j'applique la loi des mailles, je peux écrire en partant d'ici que VE, je mets un plus, je sous-entends un plus parce que je suis dans le sens de rotation de ma maille, que j'ai mis ici en bleu. Par contre, quand je parcours VR1, je suis dans le sens inverse de rotation de ma maille, donc je marquerai moins VR1. De même pour VR2, je marquerai donc moins VR2 égale 0. À partir de là, imaginons que l'on recherche la tension VR2. Je peux donc écrire que VR2 est donc égal à VE moins VR1. Dans l'énoncé, on vous précise que l'on veut la tension VR2 en fonction de VE, mais de R1 et de R2. Donc ça veut dire qu'il faut que je remplace VR1 qui n'apparaît pas dans ce que je cherche par quelque chose qui fait apparaître R1, ça c'est sûr, et voir R2. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire la loi d'Ohm. Je peux donc écrire que VR1, c'est la résistance R1 qui multiplie le courant qui la traverse. De même, je peux écrire que VR2 est égal à la résistance R2 qui multiplie le même courant qui la traverse. Donc si je remplace VR1 en utilisant la loi d'Ohm par R1 fois I, je me retrouve avec VR2 est égal à VE moins R1 fois I. Donc on a progressé parce qu'il est bien apparu R1 comme demandé, mais maintenant apparaît I, or I n'est pas demandé. Je me rends compte que dans la deuxième loi d'Ohm, je peux tirer que I est égal à VR2 sur R2. Et donc si je remplace, je me retrouve avec VR2 qui est égal à VE moins R1 que multiplie VR2 sur R2. Voilà. Mon égalité fait bien apparaître l'ensemble des termes qui me sont demandés. Le seul problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a du VR2 d'un côté et de l'autre du signe égal. On va donc les regrouper du même côté. Pour ça, il faut tout mettre au même dénominateur. Je vais donc me retrouver avec VR2 que multiplie R2 est égal à VE que multiplie R2 moins R1 fois VR2. Tout cela sur R2. Comme l'ensemble est sur R2, je peux l'éliminer. J'ai les thèmes VR2 d'un côté et de l'autre du signe égal. Je vais donc les reporter du même côté. Je me retrouve donc avec VR2, facteur de quoi? Facteur de R2.
Si je passe moins R1 VR2 de l'autre côté, ça devient plus, donc plus R1. Tout ça, facteur de VR2 est égal à quoi? Est égal à VE qui multiplie R2. Si maintenant j'essaye d'isoler VR2, je peux écrire donc que VR2 est donc égal à VE qui multiplie R2 sur R1 plus R2. Il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. On va donc se retrouver avec tension d'alimentation 5 volts. R2 vaut 1 kg, non 470 ohms, 470 divisé par R1 plus R2, donc R1 vaut 1 kg, 1000 ohms, plus 470, ce qui nous donne 1,59 volts. La tension aux bornes de la résistance R2 est de 1,59 volts. Ce montage s'appelle un pont diviseur de tension. Pont diviseur de tension. Pourquoi? Parce que si ici je sors un point C, la tension au point C sera donc la même chose que VR2, donc je s'appelle VC, et j'obtiens donc une tension qui est plus basse, donc plus petite que la tension d'alimentation. J'ai donc divisé la tension pour avoir une tension plus faible. Deuxième application. Alors avant de démarrer l'application, je vous rappelle que je vous demande de respecter les couleurs. Il faut toujours donner l'expression littérale avant de faire l'application numérique. Donc pour respecter les couleurs, je vais commencer par mettre les caractéristiques sur mon schéma. Donc j'ai un courant I, j'ai une tension d'alimentation VE, j'ai donc une tension à la nouvelle résistance que je vais appeler VR, et j'ai une tension au niveau de la LED que je vais appeler VLED. Voilà, j'ai reporté mon courant et mes tensions. Je vais maintenant pouvoir faire les calculs numériques. Même démarche que tout à l'heure, je peux appliquer la loi des mailles. Je vais donc avoir, si je redonne le sens de ma maille comme ceci en partant d'ici, je vais donc avoir VE moins VR moins VLED égale 0. Maintenant, je constate qu'on me dit que nous avons une LED HLP 1340. HLP 1340, je vais passer en dessous. Une HLP 1340, la voilà. Si je prends les caractéristiques, c'est une LED d'un diamètre de 0,3 mm. Elle aura un éclairage qui sera rouge, un angle de vaisseau de 45 degrés. Mais surtout, ce qui est important, on me dit qu'il faut l'alimenter en 2,2 volts, sous un courant de 20 mA. Donc là, la doc me donne les caractéristiques de la LED. Et donc c'est cela qu'il faudra que j'utilise. Donc il faut que dans ma LED passe un courant de 20 mA avec une tension de 2,2 volts. Il va donc falloir que je détermine la valeur de R pour que ce schéma, qui est encore un pont diviseur de tension, permet d'avoir une tension aux bornes de la LED de 2,2 volts. Donc je peux déjà écrire que VLED devrait être égal à 2,2 volts. En posant ceci, je vais donc pouvoir écrire que VR, la tension aux bornes de la résistance, devrait être égale à VE moins VLED. Si je fais l'application numérique, j'ai donc 9 volts moins 2,2 volts, ce qui nous donne 6,8 volts. Donc il faut qu'aux bornes de ma résistance, j'ai une tension de 6,8 volts. Si j'applique la loi d'Ohm, qui dit que VR va donc être égal à R fois I, donc R va valoir quoi? R est égal à VR sur I. VR, je la connais, je l'ai calculé avant, 6,8 volts. Le courant
que je veux qui traverse mon circuit, c'est le courant qu'il me faut pour ma LED, donc 20 mA, donc 20 10 puissance moins 3, ce qui nous donne une résistance de 340 ohms. Donc il faudrait une résistance de 340 ohms. Par contre, je ne dispose que des résistances de la série E12. Donc je vous la redonne en fin de la page. Les résistances de la série E12. Voilà les valeurs du chiffre significatif. On parle de série E12 parce que la série E12 comprend 12 valeurs. De même, si je prenais la série E24, elle comporterait 24 valeurs. Donc nous pouvons constater que nous avons bien 12 valeurs pour le chiffre significatif différent. Une 340 ohms, ça veut donc dire que les chiffres significatifs vont donc être 34. Or, dans la série E12, je n'ai pas de 34, j'ai un 33 ou un 39. Comme 33 est très très proche de 34, je vais plutôt prendre cette valeur-là. On choisira une résistance de 330 ohms dans la série E12. Voilà.